Bienvenue sur le plateau de Téléfoot. À notre programme aujourd'hui, 3 rencontres de championnat de première division. Sochaux contre Nantes, Georges Dominique est en direct à Sochaux avec de nombreux invités. Philippe Huy était notre envoyé spécial au Parc des Princes pour Paris Saint-Germain contre Monaco. Et Bernard Renault, lui, s'est rendu à Auxerre pour la rencontre opposant le leader au dernier Saint-Étienne. Ensuite, nous verrons un sujet sur Laval. Laval qui, pour la première fois de son histoire, est européen. C'est Frédéric Jaillant qui s'est rendu à Laval. Didier Roustan, lui, revient de Copenhague pour nous parler de la rencontre France-Danemark de football. Il nous dira sans doute les raisons de la défaite des Français. Il y aura aussi une séquence internationale importante qui a été confiée à Frédéric Jaillant, avec notamment des matchs comptants pour le championnat d'Europe des nations, pour la qualification aux Jeux Olympiques, des matchs amicaux et aussi, bien sûr, les buts étrangers des championnats anglais ou allemands. Mais tout de suite, nous partons pour Sochaux, où nous attend Georges Dominique avec ses invités. À vous, Sochaux. Merci Jean, on va tout de suite vous les présenter. Ils sont 5. Le monsieur à lunettes, c'est le président du football club de Sochaux, monsieur Touzery. Il y a également René Hauss, le manager général du club, Pierre Mosca, le jeune entraîneur du football club de Sochaux, et à ma droite, l'espoir, il a 20 ans, Jacques Colin, ancien international junior, et puis un peu l'ancien de l'équipe, Albert Rust. Alors on en vient au fait, il fait très gris, il pleut ce matin sur la Franche-Comté, on est plutôt gris car on a perdu hier soir contre Nantes, et pourtant on avait très bien débuté à Sochaux, Pierre Mosca, 2 victoires pour les 2 premières journées, et depuis 6 matchs sans victoire. Sans victoire et sans but, et il est vrai que je ne retrouve pas l'équipe fringante du début de saison. Perdre contre Nantes hier soir, c'était dans le domaine du possible. Ce qui me chagrine un peu plus, ce sont les 2 points perdus contre Laval, dont on pouvait penser que c'était une équipe à notre portée. Alors pourquoi elle est moins fringante cette équipe? Justement, c'est la question que je me pose. Les garçons sont les mêmes à une semaine d'intervalle. Le fait qu'on ne marque plus de buts, c'est une préoccupation. Je situe ça au niveau moral, je pense. Il y a certains trucs peut-être qui n'ont pas fonctionné. On s'attache à corriger ça. Précisément, vous allez peut-être pouvoir le corriger tout de suite à la vue des images du Stade Bonnel hier soir où donc le champion de France Nantes était en visite. Nantes contre le football club de Sochaux. Il faisait un temps très pluvieux hier soir aussi sur la Franche-Comté et nous allons tout de suite voir sur cette belle pelouse Tintin Aguerbec, le 7 jaune, qui après avoir quitté Nantes explore aujourd'hui le terrain de Sochaux. Il est ici avec Anziani. Les 2 hommes avaient marqué 2 buts chacun au cours des 2 premiers matchs et puis le silence total, on vous l'a dit, à Sochaux, 0 but pour les 5 derniers matchs. Rencontre en tout cas ici amorcée vivement par Nantes, Nantes qui joue en blanc et qui attaque ici. Et c'est Bucher qui hérite d'entrée de jeu d'un corner. Vous voyez que les Nantais ont engagé ce match très rapidement. Le ballon passe tranquillement. Vous voyez que les jaunes ne repoussent pas et que Poulain a tout le temps d'adresser un tir en direction de la cage de Rust qu'il a manqué au passage. Tout cela à la 2e minute. Les jaunes en tout cas avaient beaucoup de mal à entrer dans le match et la mobilité de Nantes, vous l'avez constaté ici sur ces images, prenait rapidement le dessus. Maxime Bossis s'en donnait à cœur joie. Il y avait beaucoup de trous, un trou entre la défense et l'attaque. Et ici un ballon de Bax Bossis à Ali Lodzik qui est passé encore très près de la cage du gardien sochalien à la 12e minute. Les Sochaliens qui commettaient même quelques bévues, comme ici Jean-Luc Ruti, leur stopper, qui s'est rattrapé, enfin comme il l'a pu, sur la personne d'Ali Lodzik. C'est un coup franc pour l'équipe championne de France que tire lui-même Ali Lodzik, qu'il avait parfaitement réussi à plusieurs reprises l'an passé. Pour l'instant, c'est manqué, toujours 0-0, alors que les Sochaliens bénéficient ici d'une touche à la 17e minute. Aguerbec, qui voulait bien sûr se distinguer contre son ancienne équipe. C'est parti très loin à côté, mais le ballon a été détourné au passage. Corner rapidement joué par Lubin. Et puis par Santos, ici, qui donne un ballon pour la tête d'Anziani. Quant à Lubin, bien sûr, il est seulement entré en jeu en 2e mi-temps. C'était la première réaction sochalienne, alors que les Nantais repartent ici, mais que finalement les Sochaliens se reprennent un petit peu. Rossi donne un bon ballon à Aguerbec, mais le grand Bossis est de retour. Et vous avez le droit à ce beau petit numéro entre Aguerbec et Bossis. Tout cela dans les bras de Jean-Paul Bertrand Demann. Les spectateurs sont un peu rassurés. Sochaux va un peu mieux, c'est moins laborieux. Ici Santos, mais tout cela est un peu à l'image du match. Cette équipe sochalienne qui n'arrive pas à accélérer, qui bute inexorablement sur la défense blanche. Bossis contre-attaque une nouvelle fois. Vous voyez que les Sochaliens ne sont pas très agressifs. On donne en retrait à Adoncor.
Le ballon est entre les pieds d'Amis. Regardez le superbe numéro entre Amis et entre Ali Lozic. Et c'est le 0-1 pour Nantes à la 32e minute du match. Une action absolument remarquable entre Loïc Amis et Ali Lozic qui a bien purgé son match de suspension. Tout cela est magnifiquement joué dans un mouchoir de poche. C'est rapide, précis. Et ça va sous la lucarne d'Albert Rust. 1-0 pour Nantes. C'est sur ce score que M. Benali et ses juges de touche rentrent au vestiaire. On se retrouve en deuxième mi-temps avec un long dégagement de Bertrand Demann. Une petite erreur du jeune Sauzé dont profite ici Ali Lozic. Mais il est bien déporté, alors il tente sa chance. Rust touche le ballon qui part en corner. Et cette fois, on voit un peu plus en ce début de deuxième mi-temps les Sochaliens, comme ici Lubin qui vient de remplacer Santos, qui est contré. C'est Lubin qui tire lui-même ce corner. Les Nantais n'arrivent pas à repousser. Tir de Dreossi pour Anziani. Vous voyez que les jaunes se montrent maintenant un peu plus pressants. Adoncor aux prises avec Dreossi. Tout cela se terminant là-bas de l'autre côté en touche. Remise en jeu pour Sochaux qui essaye bien sûr de refaire son retard. Et puis un gauche ici instantané du jeune Jackie Collin que nous retrouvons tout de suite après ce résumé. Donc Sochaux, vous le constatez, va beaucoup mieux et court après son égalisation. Ici la 70e minute du match. Posca qui a donné à Lubin, Agerbeck bien placé, surtout Collin. Mais Bertrand Demann est fort bien sorti dans les pieds du jeune milieu de terrain sochalien. Toujours 1-0 pour Nantes. On se retrouve ici 4 minutes plus tard. Et Bertrand Demann qui va encore une nouvelle fois briller. Didier Simon, il va briller sur ce tir d'Agerbeck dont le ballon pouvait bien partir dans la lucarne. Nouvelle tête, Agerbeck, Anziani et toujours Bertrand Demann qui sont donnés à cœur joie sur ce gazon mouillé. Les trompettes résonnaient un peu plus. Un tir encore ici d'Anziani. Et Bertrand Demann une nouvelle fois à la parade. Les Nantais commençaient à se méfier. Adoncor, Bibard. Et puis Barankelli qui arrive à la rescousse, mais dans le décor. Et puis à 10 minutes de la fin, on peut le dire, les Nantais allaient même avoir tout de suite une balle de 2-0 après cette tentative de Sochaux et d'Agerbeck. Les Nantais contre-attaquent. C'est Bucher qui sert ici Ali Lozic, sans doute à la limite du hors-jeu, mais Rust évite le 2-0. On va tout de suite revoir ce plongeon final. Sochaux, 6 matchs sans avoir marqué un but. Et pour Nantes, on peut le dire, ça ne va pas mal du tout. Jean-Claude Ciodo, vaincre à l'extérieur avant un déplacement en Coupe d'Europe des Champions, c'est important pour la sérénité. Il est vrai que lorsqu'on parle d'une victoire à l'extérieur, aussi bien pour le championnat que pour juste avant un match de préparation de Coupe d'Europe, moralement c'est très important. Alors comment vous sentez battre le pouls de cette équipe à 3 jours de son déplacement à Vienne? Écoutez, déjà dans la semaine qui a précédé ce match, elle me semblait nettement plus vivante, beaucoup plus concernée et on sent très bien que les motivations montent progressivement à l'approche de ce match. Enfin Patrice, ça fait donc 14 saisons, alors vous connaissez sur le bout des doigts Nantes, alors est-ce que c'est un super Nantes que l'on verra cette saison en Coupe des Champions? Bah écoutez, c'est difficile à dire dans la mesure où en ce moment on a quelques petits soucis d'effectifs puisqu'il y a quelques blessés et quelques malades. D'ici mercredi, on pourra peut-être éventuellement récupérer un joueur ou deux. Ceci dit, vu la prestation de l'équipe de Nantes ce soir à Sochaux, c'est de bon augure pour mercredi. Victor Hugo. Oui, être footballeur ici, dans ce cadre du Stade Bonal, c'est un peu particulier. Alors un jeune à côté de nous, Jackie Collin, qui a 20 ans, et puis l'ancien capitaine Albert Rust. Alors quel a été votre itinéraire? Vous avez 30 ans aujourd'hui, vous êtes venu à quel âge, Albert? Je suis venu en 72, donc à 19 ans. Je suis venu d'un petit club de la banlieue de Mulhouse, Wittelsheim, qui à l'époque jouait en 3e division. Et depuis, je n'ai pas quitté Sochaux. J'attaque ma 12e saison au club. En plus de 10 ans ici à Sochaux, vous n'avez jamais eu envie de partir? Disons, si, j'ai songé à partir des fois, notamment durant l'époque avec Joël Batz, l'alternance, durant 2 ans. Là, j'ai songé à partir. J'ai failli partir d'ailleurs, mais bon, ben, au dernier moment, le club où je devais aller s'est désisté. Puis le soir a décidé ainsi que je reste à Sochaux. Oui, c'est vrai, Batz alternait avec Rust il y a quelques années. Batz, le gardien de l'équipe de France et de l'équipe d'Auxerre. Alors vous, Jackie Collin, vous êtes arrivé encore beaucoup plus jeune là à Sochaux. Oui, je suis arrivé à l'âge de 8 ans.
Et j'ai gravi tous les échelons au club, en poussin, pupille, minime, cadet. Vous avez même fait une Coupe d'Europe à 18 ans. Ça vous manque cette Coupe d'Europe? Ben oui, on y prend goût quand même, la Coupe d'Europe. C'est très important pour nous, pour notre performance personnelle, pour la collectivité. Alors actuellement ici à Sochaux, c'est un peu la pépinière de l'équipe de France junior. Vous êtes une bonne demi-douzaine, donc c'est une équipe d'avenir. C'est vrai que l'équipe de Sochaux est très riche en internationaux. Et je pense qu'elle pourra faire parler d'elle dans les prochaines années. Alors en ce qui vous concerne, vous souhaiteriez un jour jouer dans d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain, Monaco par exemple, ou d'autres grandes formations? Monaco, ça me plairait assez. C'est une équipe qui joue très bien au football. Moi, j'aime bien le ballon, donc ça me plairait beaucoup. Voilà, Monaco, je pense que l'on va la voir, cette formation Jean Rénal. Voilà, je vous renvoie la balle pour l'instant. Bien oui, merci Jean-Dominique, et à tout à l'heure, bien sûr, nous appellerons plusieurs fois au cours de cette émission Sochaux. Maintenant, nous passons à une autre rencontre qui avait lieu hier au Parc des Princes Philippe Huy. Parc des Princes qui était presque comble, il y avait beaucoup de spectateurs donc, mais il semble que cette équipe de Monaco ne réussisse pas décidément au Paris Saint-Germain. Effectivement, dans la mesure où l'année dernière, donc, Monaco avait gagné 1-0 contre le Paris Saint-Germain et que depuis, Paris Saint-Germain n'a pas perdu sur son terrain. Alors c'était une belle occasion donc pour les Parisiens. Voilà, une belle occasion aussi pour les Parisiens de prendre leur revanche et aussi de ne pas se laisser distancer au classement, car au début de la rencontre, ils avaient tout de même déjà 3 points de retard sur l'équipe de Lucien Muller. Le match commence dans les brumes et pourtant il n'y a pas de brouillard. Ce sont les feux de Bengale des supporters parisiens. Et vous l'avez vu, ces feux de Bengale, ils sont rouges. Rouge, c'est la couleur aussi des maillots de Monaco. Et il faut bien dire que ce sont surtout les Monégasques qu'on a vus au début de la rencontre, puisqu'ils se créent les meilleures occasions, notamment sur cette action où Krause se retourne bien, mais son tir passe à côté des buts de Dominique Baratelli. Cette pression monégasque est tout de même un petit peu surprenante dans la mesure où les Parisiens, je vous l'ai dit, ont l'habitude de faire la loi chez eux, sauf apparemment contre Monaco. Et cette fois-ci, c'est encore Amoros qui va tirer d'environ 25 mètres et qui met Dominique Baratelli à contribution. 15e minute maintenant, toujours Monaco à l'attaque. Pour l'instant, il n'y a eu que. Et vous allez voir, à la suite de cette belle combinaison, belle action de Bravo qui donne pour Gengini, mais finalement Baratelli s'en sort bien, réussit à détourner. Et Couriol, lui, va dégager tranquillement en touche. Vous allez voir l'action dans la continuité. On est à la 15e minute, Bravo est revenu pour faire la touche, il a donné à Amoros. Bellone récupère la balle. Bellone se retrouve face à Couriol, il le déborde, il centre et finalement c'est Gengini qui marque le premier but. Gengini a sauté le plus haut, 1-0 pour Monaco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout à fait logique. Monaco domine, Monaco marque. C'est donc tout à fait normal. Vous revoyez ce but, le débordement, le centre de Bellone, la remarquable tête avec l'aide du montant. Et 1-0 donc pour Monaco. On pense bien sûr à ce moment-là que Paris va se ressaisir. Eh bien, pas du tout, puisque l'action suivante, c'est encore une action monégasque, un tir de Benoît plus précisément, qui met Baratelli en danger. Baratelli s'est bien couché donc pour arrêter cette balle de Benoît. En fait, la première action sérieuse du PSG, il a fallu attendre la 21e minute précisément pour la voir. Elle a été menée sur le côté droit et c'est Dominique Rocheteau qui va réussir à centrer. Tout le monde se jette et finalement c'est Leroux ou le point de Ettori qui sortent cette balle et Leroux donc qui la met en touche. Dernière action maintenant de la première mi-temps et comme toujours ou presque dans ces 45 premières minutes, elle est apportée à l'actif de Monaco et finalement vous voyez c'est Amoros qui a tiré, qui a été légèrement contré par Couriol et Baratelli a réussi une belle détente, ce qui permet donc à Monaco de ne mener que 1-0. On reprend la deuxième période comme on a quitté la première, c'est-à-dire par une domination de Monaco, une nouvelle action donc de Monaco, une longue transversale sur le côté gauche et finalement une superbe talonnade de Bellone. Amoros glisse au milieu et un tir de Bijota qui passe au-dessus des buts de Baratelli. Lucien Leduc décide alors de faire rentrer Toko, son 13e homme, à la place de Daleb. Il a déjà fait rentrer Zaremba à la place de Lemou. Vous allez voir que cela a son importance puisque sur pratiquement la première action, Toko est fauché par Puel. Puel donne une petite tape amicale à Toko. Il ne pense pas que c'est grave et pourtant c'est sérieux puisque
Toko est évacué. Il est victime d'une fracture du péroné. Il ne pourra donc pas jouer probablement avant 3 mois. Les Parisiens sont alors bien sûr réduits à 10. Ils ont utilisé leurs 2 jokers et ils sont sérieusement malmenés, notamment sur cette action où Krause rate sa reprise dans les dernières minutes de la partie. Et la dernière action est pratiquement la même, c'est-à-dire sur un contre. Les Parisiens ont essayé d'égaliser, mais ils n'ont pas réussi à y parvenir. Et ce sont les Monégasques qui se sont créés les meilleures occasions. Cette fois-ci, c'est Bravo qui tire au-dessus. Dommage, il se prend la tête à 2 mains. Dommage, mais pas grave. 1-0 pour Monaco, comme l'an passé. Et sur la physionomie de la rencontre, Jean Rénal, on peut dire que ce n'est pas volé. Non, j'y étais d'ailleurs, effectivement. Monaco a effectivement mérité de gagner. Alors, la transition va être facile. Là. Samedi prochain, il y a Monaco-Auxerre. Donc les 2 premiers, eh bien Bernard Arnault, lui, était à Auxerre. Auxerre, une équipe surprenante, on n'arrête pas de le répéter, si bien que ce n'est presque plus une surprise. Mais tout de même, gagner 7 matchs consécutivement, c'est presque un record. Oui, c'est peut-être un record, je ne sais pas, j'ai pas consulté les archives et Didier Roustan ne m'a pas dit si c'était exact, parce que vous savez que c'est notre Bible. En tout cas, au vu du match d'hier soir, j'ai vu Monaco, là, et sur les images de Philippe Pouille, eh bien, je pense qu'hier, Auxerre n'aurait pas pesé lourd dans la balance, au vu du match que nous allons regarder. Un match pourtant qui avait attiré la grande foule, puisqu'il y avait pratiquement 15 000 spectateurs au stade de l'Abbé des Champs. Alors je vous propose de nous retrouver. Voilà, c'était là un peu la rencontre des extrêmes. D'un côté Auxerre qui s'accroche, match après match à sa première place, et de l'autre Saint-Etienne qui, lui, lutte avec ses faibles moyens pour quitter la dernière. À la 9e minute, on croit à l'exploit. Regardez, ce tir de Caro, mais Caro s'est été du bras et M. Di Bernardo refuse fort justement ce but. De la 9e, on passe directement à la 23e minute. Et là, ça va chauffer par les Stéphanois. Regardez. Zanon a perdu le ballon récupéré par Ferreri qui s'infiltre et tire, et Castaneda du bout des doigts dévie. Et regardez cette succession de loupés, c'est un petit peu le symbole de la rencontre d'hier soir. Les Auxerrois qui ont confondu toujours vitesse et précipitation. Et dans la minute suivante, Auxerre va bénéficier d'un coup franc, regardez. C'est Cuperli qui va reprendre, il rate tout d'abord et tire sur le poteau de Castaneda. Castaneda qui n'a pas bougé. Castaneda très sûr de lui hier soir. Quelques instants plus tard, il va avoir l'occasion de bouger. Regardez. Et c'est encore Ferreri qui va lui donner du travail. Et voilà. 0-0. Grâce à Castaneda, les Stéphanois atteignent la mi-temps sur ce score. Un score qui les satisfait. Regardez là, ce n'est pas un arrêt de jeu, c'est le match. On prend son temps. C'est toujours ça de gagner. Car hier, j'ai eu l'impression que les Stéphanois étaient venus à Auxerre, je ne sais pas, pour pas perdre, ou on ne savait pas exactement pourquoi. Regardez, Mahut. Personne ne l'attaque, ce qui fait qu'il remonte tranquillement. Mahut toujours, il s'infiltre. Et voilà. Et là, regardez, on repart dans l'autre sens. On pourrait penser que les buts auxerrois sont à gauche, et non, ce sont les buts de Saint-Etienne. Match sympathique, vous voyez. Et qui va récupérer le ballon? Eh bien, c'est Castaneda. Voilà, ça fait toujours quelques minutes de gagner. 59e minute, regardez, Castaneda va sauver son but sur cette tête de Zarma. En attendant, ça tourne toujours, rien au tableau d'affichage, jusqu'à la 85e minute. Regardez, Garand a remis, et voilà, Garand a remis la tête, et c'est Zarma qui marque le seul et unique but de la rencontre. Alors à mon avis, si Auxerre continue à jouer de cette façon, eh bien, sa place de leader sera en danger. Et si Castaneda n'est plus dans les buts des Stéphanois, bien on peut dire qu'il n'y a plus rien à Saint-Etienne et que Saint-Etienne est mûr pour la 2e division. Eh bien, merci Bernard Arnault. Mais je pense que vous n'êtes pas fait des amis à Auxerre ni à Saint-Etienne, mais enfin, il faut dire la vérité après tout. Hein. Oui, à mon avis, à Saint-Etienne, ça va très mal actuellement. Hein. Oui, mais déjà, Didier Roustan a fait un sujet, alors on va pas y aller tout de suite. Alors, on va pas désenterrer. Philippe, oui, les autres buts du championnat, enfin 2 rencontres. Hein. Nous avons reçu seulement Nîmes et Lille. Oui, et je crois que la première est commentée par nos amis de FR3 Montpellier, Alain Marot plus précisément. Alors on va les voir donc maintenant, la première rencontre qui a été disputée vendredi soir. Les Nîmois ont bien réagi après leur lourde défaite nantaise en dominant une petite équipe lavalloise. 6e minute, première alerte pour le gardien Godard.
Partie remise pour les Rouges, nous sommes à la 10e minute, le capitaine de Nîmes, le Danois Nygaard, avance et centre au millimètre pour la tête de Kuben. 1-0. Nîmes va poursuivre son pressing et en toute logique doubler la mise à la 36e minute. Balle en profondeur de Deledic pour Goudard qui va fusiller Godard. Ce n'est pas une erreur, prononcez bien Goudard. On revoit le second but nîmois. Tête de Deledic et Claude Goudard devance l'arrière Saurin. Un but plein de sang-froid pour l'un des jeunes de cette équipe nîmoise. Réaction timide des Lavallois sur ce corner. Tête au deuxième poteau de Séné. À côté. 2-0 à la pause. Laval l'Européen nous devait une revanche. Voici la seule occasion de but des Mayennais. Une reprise de l'arrière Paillard, trop molle. Le gardien Morisseau a le temps de sortir le ballon du pied. Laval devait encaisser un troisième but à 9 minutes de la fin, un centre de Baconnier et une tête au deuxième poteau de Kuben, comme à l'entraînement. On revoit la tête piquée de Patrick Kuben. 3-0, c'est net et un peu alarmant pour les Lavallois à 4 jours du match à Kiev. Quant aux Nîmois, ils sont toujours invaincus à domicile. Lille-Metz maintenant, un match important entre deux équipes qui ont besoin de points. Metz, c'est évident, les Lorrains étant derniers. Quant aux Lillois, ils n'ont que 2 points de plus, c'est-à-dire que s'ils se laissent surprendre, ils se font rejoindre au classement par Metz. C'est peut-être ce qui explique une première mi-temps très quelconque. On n'a guère vu que ce centre de Christophe, repris de la tête par Savic, mais à côté des buts d'Etor. On a tout de même vu un but au cours de la première période sur cette action de Denis pour l'autre arrière latéral Froger. Froger marque, mais l'arbitre Monsieur Bouillet a refusé le but pour un hors-jeu. 0-0 donc à la mi-temps. En deuxième période, tout va aller très vite puisque c'est dès la 47e minute sur cette action de Bureau au milieu de 4 Messins qui réussit un centre et qui est là? Eh bien Stéphane Planck. 1-0 pour Lille. J'ai dit qui est là? Stéphane Planck, eh bien parce qu'on va retrouver le Lillois sur le deuxième but. Auparavant, on retrouve Bureau qui va non pas centrer cette fois-ci, mais donner en retrait pour Robin. Centre de Robin et donc le deuxième but de Stéphane Planck, du gauche cette fois. 2-0 donc pour Lille. Les autres résultats de cette 8e journée, Bordeaux a battu Rouen 3-1. But de Lacombe, Zégnier et Martinez pour les Girondins et de Redon pour Rouen. Une victoire encourageante, encore qu'elle ait été difficilement acquise après la 70e minute. Donc encourageante quand même avant le match de Coupe d'Europe mercredi contre Leipzig. En revanche pour Lens, ça ne va pas très fort. Les nordistes ont encore perdu 2-1 à Strasbourg. Les 2 buts strasbourgeois ont été marqués par Gemrich. Pour Gemrich, c'est la fin d'une longue série noire puisque je crois que ça fait 16 mois qu'il n'avait pas marqué un but. Celui de Lens a été réussi par Flack. Un but de Zimaco sur pénalty à la 80e minute a suffi à Bastia pour battre Toulon. Toulon qui est entraîné maintenant par Christian d'Alger, donc pas heureux les Toulonnais. Deuxième victoire depuis le début de la saison pour Nancy, 2-0 face à Toulouse, but de Meyer et d'Éric Martin. À noter qu'il n'y a eu qu'un résultat nul. Dans le derby de l'Ouest, Rennes et Brest ont fait match nul 1-1, but de Charrier et de Maroc. Très peu de buts donc au cours de cette 8e journée, 20 seulement. Au classement, statu quo pour les 4 premiers. Auxerre a toujours 1 point d'avance sur Monaco, 2 sur Bordeaux et 3 sur Nantes. Ensuite, le trou est fait. Rouen, Strasbourg, Bastia et Laval sont déjà à 5 points. Paris et Lille à 6. On retrouve 4 équipes avec 7 points. Sochaux, Lens, Brest et Nîmes, c'est un bon score, 7 points pour Nîmes, ça l'est un petit peu moins pour Lens. Toulouse, Nancy et Rennes ont 6 points, enfin 3 équipes avec 4 points, Toulon, Saint-Étienne et Metz. Pour ces 3-là, ça commence déjà à devenir sérieux, comme on dit. Et oui, et dans quelques instants, nous repartirons pour Sochaux, où se trouve toujours Georges Dominique. Le temps de vous présenter une revue de presse. Et oui, on l'attendait, Football 84 avec impatience. C'est l'équipe qui publie ce recueil, sous la direction de Jacques Ferrand et Jean-Philippe Rétaquer. Que vous dire? Ben, il y a tout. Robert Herbin parle, et oui, il parle et même plutôt il écrit. On m'appelle le Sphinx aux éditions Robert Laffont, avec une préface de Michel Hidalgo qui devient en ce moment un peu le record du monde de la préface. Recordman du monde, bien sûr. Des révélations intéressantes dans ce livre donc de Robert Herbin. La une de Mondial est consacrée ce mois-ci à José Touré, alors que la une, elle, de Dribble, qui est un mensuel, qui en est à son numéro 4, elle est consacrée aux Coupes d'Europe.
Voilà donc pour la revue de presse. Et maintenant, Georges Dominique, à vous, à Sochaux. Bien oui, ici, Jean, à Sochaux, nous sommes environnés par les usines Peugeot. C'est un peu le jardin, ce stade Bonal, président. Alors j'aimerais savoir, monsieur Touzery, président du FC Sochaux, si vous êtes un président comme les autres, avec les mêmes problèmes. Je suis un président comme hier. Je ne crois pas qu'il y ait de président vraiment serein quand on est en prise aux problèmes du football, que ce soit des problèmes sportifs, de gestion, de relations humaines ou de choses comme ça. La seule chose, je suis peut-être un président serein en ce sens qu'il y a une continuité. On travaille avec la certitude du lendemain et nous ne sommes pas à la merci d'une révolution municipale puisqu'en fait, effectivement, nous travaillons avec une firme privée. C'est sûr, il y a une continuité, mais je voulais quand même poser une question qui me tient à cœur. Là, chaque année, pratiquement, vous voyez partir ceux que vous avez formés, alors vous devez avoir un peu la pilule amère. Parfois, effectivement, il y a une certaine amertume, mais notre politique dans ce contexte de travail est une politique de formation. J'admets que d'autres pratiquent une autre politique dans d'autres cités. Par contre, effectivement, il ne faudrait pas qu'il y ait la différence entre ce que certains appellent le commerce et le football, c'est que le commerce, on est seul, et si les autres crèvent, tant mieux pour soi. En ce qui concerne le football, il y a des clubs riches, des clubs moyens et des smicards. Il ne faudrait pas, le championnat se fait à 20 et il y a une certaine solidarité entre clubs et je pense que la réglementation doit protéger, ne serait-ce que par une limitation du nombre de transferts, pour pas que certains clubs puissent tirer sur tout ce qui bouge, effectivement. Ce qui fait plaisir quand même, c'est de voir des Laval, Auxerre, etc., etc. et Sochaux. René Hauss, une seule question, vous avez énormément d'expérience, vous avez gagné une Coupe de France, je crois, à 20 ans, et une seconde 18 ans plus tard, à 38 ans, vous avez entraîné de grandes formations comme le Standard de Liège. Alors, puisque Michel Hidalgo, disons, ne nous écoute pas, vous avez un œil critique sur le football français? Oui, enfin, je pense que c'est un peu mon travail. Je dois dire, s'il y a encore des progrès tactiques à faire, indiscutablement, c'est une certaine fragilité morale qui empêche trop souvent le footballeur français de s'exprimer. Il peut atteindre des sommets, comme il le montre, il est capable de battre les meilleurs, mais là aussi, il y a trop souvent, alors, après, des éclipses par trop inquiétantes. Alors je pense qu'il faudrait, le football se pratique 11 mois sur 12, il faudrait qu'il devienne ce joueur lutteur en permanence et qu'il soit animé par cet esprit, donc, et qu'il puisse obtenir aussi à travers ça une certaine stabilité et régularité dans les performances. Alors est-ce que ça va s'améliorer? Eh bien, nous le saurons mercredi prochain à l'occasion des Coupes d'Europe. Voilà, Jean, c'était ici le Stade Bonal à Sochaux, à vous. Merci Georges Dominique. Et maintenant, nous allons vous présenter un sujet sur Laval. Laval qui, pour la première fois de son histoire, va disputer une coupe européenne. Alors Frédéric Jaillant, vous êtes rendu bien sûr dans la Mayenne, mais est-ce que la défaite face à Nîmes 3-0 n'a pas un peu entamé la confiance des Lavallois? Bon, non, je pense pas. On l'a vu tout à l'heure, ils ont été battus 3-0 effectivement, mais enfin, bon, ils avaient l'esprit tourné ailleurs, justement vers cette Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'ils la disputent et on peut dire que pour eux, c'était plutôt un galop d'entraînement, certainement, ce match de championnat à Nîmes. Alors, le match aller contre Kiev, c'est dans 3 jours, à Kiev. Et puis, le match retour, 15 jours après, à Laval. Il faut dire que ce match retour à Laval suscite un engouement formidable à Laval. Et finalement, aujourd'hui, dans la ville, il n'y a qu'un seul regret de la part des dirigeants du club. Les dirigeants estiment que la municipalité ne les aide pas suffisamment. Ils voudraient avoir davantage de moyens. En tout cas, dans ces conditions, le mérite de cette réussite n'en est que plus grand. Alors on va voir qu'à Laval, effectivement, le match contre Kiev va attirer beaucoup de monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez des places assises, il faudrait quand même revenir le plus tôt possible, parce qu'il ne reste presque plus. Ah non, c'est complet. Et oui, à Laval, la Coupe d'Europe fait recette. Et le 28 septembre au stade Francis Lebasser, ce sera la fête, surtout si à l'aller en URSS, Laval tient le choc, même sans ses supporters. Je peux pas mettre 2700 francs d'un billet d'avion pour aller à Kiev, surtout au retour des vacances. Mais par contre, vous serez là au match retour. Ah oui, j'ai déjà mon billet. Ce sera la fête, ce sera une grande fête, oui, certainement. Oui. Peu importe le résultat, c'est déjà très beau. Il y a certainement beaucoup de clubs qui ont vu Laval, aujourd'hui, peut-être pas il y a 6 ans. Le but est marqué. Encore un, ce n'est pas le dernier. Oui,
Il y a 6 ans, Laval entamait sa 2e saison en première division. Alors emmené par Raymond Kérusoré qui s'apprête ici à faire marquer l'avant-centre de l'époque, Jacques Vergne, l'équipe venait d'échapper de justesse à la relégation. Depuis, les temps ont bien changé grâce notamment aux jeunes qui cette année, comme les précédentes, ont su remplacer des joueurs que le club n'avait plus les moyens de conserver. Vous êtes bien aimable de dire qu'à Laval, il n'y a que des jeunes, alors que vous interrogez un vieux monsieur. Mais si vous parlez de l'équipe, en effet, on a une équipe très jeune et on peut dire qu'il y en a plus de la moitié qui sortent de notre centre de formation qui pourtant n'a que 3 ans. En fait, les données sont simples. 5 des joueurs titulaires depuis le début de la saison ont été formés au club. C'est le record absolu en première division. À la fin de la saison dernière, ce sont encore 4 des meilleurs joueurs de l'équipe, Campez, Vinca, Redon et Krause, qui ont quitté Laval. Pour les remplacer, 3 stagiaires du centre dirigé par Bernard Maligorne, ici à gauche, ont été intégrés à l'effectif professionnel. Ouais. L'entraîneur, Michel Lemillinaire, lui, n'a fait venir que 2 joueurs de l'extérieur. D'un seul contrôle, tu étais en place, là. L'Allemand Klaus Jank et le gardien Jean-Michel Godard. Non, on ne tient pas. Godard, un cas dans le football français, puisque l'année dernière, à 29 ans, il jouait encore en 2e division à Nolay-Mines. Bon, ça fait 2 mois que je suis à Laval. Maintenant, je pense que je suis bien intégré. Avec, disons, il y a quand même quelques différences avec la 2e division, mais je pense avoir fait le pas. Peut-être pas entièrement encore. J'ai encore beaucoup à travailler, mais je sens que c'est en bonne voie. Et sinon, on se sent mieux en 2e ou en première division? On se sent mieux en première division, dans la mesure où j'ai la chance de jouer au plus haut niveau. Bon, je pense que je peux pas nier quand même que la première division, c'est plus agréable. Vous avez commencé à 30 ans. Si vous faites une carrière comme tout footballeur de 10 à 12 ans, ça vous mène à 42-45 ans? Non, j'envisage de faire au moins 3 ans Laval. Si je fais les 3 ans, je serai content. L'autre nouveau, Klaus Jank, lui aussi vient de 2e division. Il évoluait en Allemagne où les dirigeants lavallois ont déjà recruté de fameux attaquants comme Erwin Kostede, ici à l'œuvre, et meilleur buteur du championnat en 80, ou comme Uwe Krause, meilleur buteur de l'équipe ces 3 dernières années, mais devenu aujourd'hui monégasque. Klaus Jank, lui, joue ailier et il a déjà prouvé qu'il savait marquer, même s'il a encore besoin d'un temps d'adaptation. Mais le plus efficace cette saison est un autre étranger, le Sénégalais Séné, déjà 3 buts. Encore. Oui. C'est à force de travailler que ça commence à bien arriver, quoi. Et puis le fait de marquer 3 buts, j'aimerais bien en marquer plus, quoi. Et je me fixe 15 buts. Sur le terrain, quels sont vos points forts? Points forts, c'est les balles au pied, les jeux de tête que j'ai, et puis la vitesse. Les points faibles aussi? Les points faibles, il y en a, mais je laisserai les spectateurs le dire, quoi. Les spectateurs, ou pourquoi pas ses partenaires, dont 4 seulement, ont connu la première division ailleurs qu'à Laval. Jean-Paul Rabier, qui vient de Valenciennes. Robert Buig, qui a joué notamment à Marseille. José Souto, ancien Messin. Et enfin Christian Felsi, qui a évolué à Angers. Tous les autres, comme ici Patrice Boson, le capitaine, c'est donc à Laval qu'ils ont fait leur apprentissage de la première division. C'est aussi avec Laval qu'ils s'apprêtent aujourd'hui à découvrir la Coupe d'Europe. Reste à savoir si, face à Kiev, ils feront le poids. Bien disons, pour être tout à fait sincère, qu'il y a quand même une certaine appréhension au moment d'aborder ce match. J'ai eu l'occasion de voir cette équipe 2 fois lors d'un tournoi en Espagne et il est évident qu'elle est quand même impressionnante par sa puissance. Et c'est quand même une équipe qui a l'habitude des matchs de haut niveau, des matchs de coupe européenne, si bien qu'on ne peut pas l'aborder sans une certaine appréhension, c'est vrai. Dans quelques jours à Kiev, quel sera l'atout de Laval? Eh bien, je crois que ce sera le sentiment de vouloir démontrer que sa place était là et qu'il pouvait réussir une très bonne performance. Les joueurs auront l'occasion de se transcender, de se sublimer, et je pense que face à un adversaire comme Dynamo de Kiev, ce sera vraiment l'occasion rêvée. Une occasion que les Verts, en leur temps, n'avaient pas laissé échapper,
mettez-vous à leur place. Et bonne chance, bien sûr, à Laval, à Kiev et à toutes les autres équipes françaises qui disputent des coupes européennes mercredi. Didier Roustan, vous étiez à Copenhague pour la rencontre Danemark-France. Match amical, bien sûr, puisque la France est qualifiée d'office pour les championnats d'Europe qu'elle organise. On le répète chaque fois, ça. Hein. Ouais. C'est quand même un peu étonnant, cette défaite 3-1. Oui, c'est étonnant, surtout que les Français ont fait l'essentiel du jeu et à l'arrivée, ils prennent 3 buts. Lorsqu'on revoit le match à la vidéo, on s'aperçoit que les Français ont fait beaucoup de mayonnaise au milieu de terrain, mais finalement, il y a eu autant d'occasions de buts de part et d'autre, c'est-à-dire 6 valables pour le Danemark et 6 pour la France. Donc il y a toujours le problème d'efficacité, puisque sur 6 occasions, les Danois, eux, ont marqué 3 buts, un seul pour les Français. Alors nous avons suivi tout particulièrement dans cette rencontre Daniel Bravo, qui est le plus jeune joueur français, qui se distingue régulièrement avec son nouveau club, l'AS Monaco, en ce début de championnat et qui est l'un des petits derniers de l'équipe de France, puisqu'il ne compte pas beaucoup de sélections. Il nous avait un peu laissé sur notre fin contre Pénarol pour un rôle difficile, c'est vrai pour lui. Alors nous allons voir à Copenhague. Vous êtes plus crispé que contre Pénarol, ça fait toujours quelque chose, vous êtes dans quel état là? Ben, c'est sûr qu'on est toujours un peu crispé, mais enfin, je pense que je suis en bonne forme en ce début de saison et c'est mon deuxième match, je pense que ça marchera mieux. Et oui, la Marseillaise, ça fait toujours quelque chose, le maillot bleu également. Le maillot bleu qui pour une fois était blanc et on a vite compris en ce début de rencontre que Daniel Bravo, tout comme Dominique Rocheteau, allait connaître certains problèmes devant la défense danoise. Pour des raisons bien compréhensibles, ils étaient bien seuls, les deux attaquants français, pour vous donner une idée un petit peu plus exacte. Regardez ces images, Daniel Bravo en possession du ballon pour Dominique Rocheteau, il y a 2 blancs. Vous pouvez le compter, il y a le petit jaune au fond et 7 rouges. Donc 2 joueurs français pour 8 Danois. En plus clair, c'est injouable. De plus, ce qui nous a un petit peu étonné, c'est la position très repliée de Michel Platini, qui en ce début de partie, le plus souvent, était à la hauteur de Maxime Bossis. C'est vrai qu'il réussit des ouvertures de 40 mètres, mais tout de même, déjà, qu'on n'avait pas beaucoup d'attaquants. On s'est montré surpris ici. Platini, qui relance sur la droite, est à la hauteur de Fernandez. Pour le reste, eh bien, il faut, et puis Bravo et Rocheteau se débrouillent comme ils peuvent. Pour le reste, il faut également signaler que Rasmussen, l'arrière droit, s'occupait individuellement de Platini. Au bout de quelques minutes de jeu, il avait compris. Cela laisse des espaces, bien sûr, mais c'est une arme à double tranchant dans la mesure où Rasmussen peut également être un attaquant supplémentaire puisque cela se passe à côté des buts de Basse. Signalons également le double écran constitué par les joueurs danois qui gênent par exemple ici Giresse et chaque fois, eh bien, les joueurs français seront obligés de donner le ballon vers l'arrière. Alors ces ballons qui n'arrivent pas devant, eh bien Bravo va les chercher derrière. Il n'y a donc plus que Rocheteau devant et Fernandez ici qui est gêné, tout comme Giresse tout à l'heure et Platini qui revient encore derrière. J'ai essayé tout de même de revenir un peu en retrait pour toucher davantage le ballon et me mettre un peu en confiance. Voilà, alors la France a fait tout le jeu en première mi-temps, pratiquement tout. Une seule occasion dans le premier quart d'heure, ce bon changement d'aile de Patrick Battiston pour Giresse. Et la suite de ce centre, eh bien une tête de Rocheteau. Le ballon ne passe pas si loin que ça. La première occasion danoise, en revanche, sera la bonne. Nous sommes à la 18e minute. Vous allez le voir, il va y avoir un petit ricochet. C'est Lerby qui relance immédiatement pour Laudrup. Petit crochet devant Bossis et à la sortie du dribble pratiquement de l'intérieur du pied. Il ne laisse aucune chance au gardien de but français Joël Basse. Donc 1-0, but de Laudrup qui est de la Juventus de Turin mais qui est prêté à la Lazio de Rome. C'était le plus jeune joueur sur le terrain. Il a 19 ans. À partir de cet instant, eh bien, Platini se trouve dans une position plus avancée, ce qui donne des solutions en attaque, comme ici avec Giresse où il a pu combiner. Comme ici également, toujours les deux hommes, Giresse, Platini. Bravo qui relance très bien pour Battiston qui dans cette partie a eu quelques problèmes avec ses centres. Enfin, ce qui devait arriver arriva à la 26e minute. Le ballon sur la gauche pour Dominique Rocheteau. Au centre, Leroux et Bravo ratent, mais Platini n'est plus libéraux. Il marque un partout. Et vous allez voir sur le ralenti qui va suivre, grâce à des images de notre caméraman de TF1, Alain Lardière, que Daniel Bravo tente une talonnade, ce qu'on n'a sans doute pas vu sur la vidéo. Il est en avance sur le ballon et sans le faire exprès, eh bien, il va tromper le Danois qui a suivi. Le champ est libre pour Michel Platini, un partout. Il y a tout de même quelques occasions danoises, je vous l'ai dit, l'une des 6, la voici.
Simonsen est bien parti dans le coup, Amoros est battu. Petite erreur de placement de Maxime Bossis qui a flairé le coup un peu trop tard. Simonsen, donc, qui est retourné au Danemark, à Velger, et puis une occasion très nette pour les Français. Giresse qui donne très bien à Platini. Le gardien de but est battu, mais Bolby sur la ligne sauve son camp, un partout à la mi-temps. Dans la deuxième période, il faudra signaler, après seulement 1 minute, une bonne tête de Leroux à la suite d'un corner tiré par Alain Giresse. Mais là, le jeu s'équilibre un petit peu et vous allez voir Alan Simonsen dans ses œuvres. Remarquable joueur, auparavant à Mönchengladbach, à Barcelone, à Charlton aussi en Angleterre. Voilà, un droite-gauche qui laisse sur place Fernandez et Battiston. Et Batz a bien raison de dégager du point car le tir était puissant et le ballon glissant. Cela se passait à la 57e minute. Ici, Bravo ouvre bien pour Battiston. Bonne intervention du gardien de but danois. Et alors que le réalisateur danois s'attarde sur son gardien de but, eh bien ça va très vite. Et une très bonne occasion. Ici, Amoros est revenu au tout dernier moment pour tacler à la suite de cette action de Berggren. Et à la 58e minute, festival de Simonsen qui passe Amoros et Fernandez qui donne dans le trou à Braille. C'est le deuxième but, un but qui a beaucoup fait parler. Alors regardez d'abord sur le ralenti qui va suivre. Battiston, qui est à l'extrême gauche de votre écran, couvre un peu Braille. C'est-à-dire qu'il remonte au tout dernier moment. Vous ne le verrez pas au départ du ballon, alors que Braille monte. Voilà, les deux joueurs se croisent. Et sur le plan arrêté qui va suivre, vous allez remarquer que, alors que le ballon est déjà parti et qu'il n'y a plus de son, j'espère qu'il y en a chez vous, eh bien que Braille est à la même hauteur que Battiston, fiez-vous à la ligne de la surface de réparation. Donc au départ du ballon, il n'y avait sans doute pas hors-jeu. Une occasion pour Rocheteau à la suite d'un corner de Bravo. Et puis là, ça va aller très vite ensuite. C'est le troisième but du bout du pied pour Laudrup. Score final 3-1 pour le Danemark, qui a bien joué le coup. Donc. Les joueurs danois étaient très repliés, très bien organisés. En plus, ce sont des athlètes, donc c'était pas facile à percer. Et il fallait multiplier les tentatives et la préparation. Mais on a eu quand même beaucoup plus d'occasions de but. Donc, c'est pas tellement là que cela a pêché, c'est surtout dans la finition. Dans la finition, mais pas l'impression aussi que vous aviez deux attaquants, dont un véritable. Cela n'a pas, vous croyez, gêné le milieu de terrain qui n'avait pas beaucoup de solutions devant? Ben, il y aurait eu d'autres joueurs devant, c'était pareil. Il y avait un repli massif, bien organisé, je le répète, des joueurs danois. Donc le problème aurait été si nous n'avions pu approcher des buts danois, ce qui n'a pas été le cas, mais il est certain que lorsqu'il y a beaucoup de monde, il est difficile de trouver l'ouverture. Votre impression sur Daniel Bravo sur le match de ce soir? Bien, je crois qu'il démontre toutes ses possibilités, il faut lui donner cette expérience, c'est pour ça que j'ai laissé 90 minutes, et puis je suis presque content qu'il y ait eu un match difficile, qu'il y ait eu un match viril, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Bravo s'est bien battu, on a pu se rendre compte de la différence, enfin il a pu se rendre compte de la différence de rythme qui existe entre un match de championnat et une rencontre internationale. Il a intercepté bon nombre de ballons, a essayé de jouer comme il a pu avec Dominique Rocheteau. Il a énormément couru, malheureusement les conditions n'étaient pas bien bonnes pour lui, pour un attaquant, mais il est évident que quand elles seront meilleures, son toucher de balle et ses dribbles devraient faire la différence. Par rapport à votre match, personnellement, contre Pénarol? Ben, je suis davantage satisfait, bien que ce soit pas encore super, je suis quand même satisfait. Oui Jean, il y a fort à parier que pour le prochain match de l'équipe de France contre l'Espagne à domicile contre le Parc des Princes, eh bien Michel Hidalgo joue avec deux véritables attaquants. Des ailiers gauches, il y en a bon nombre, Bellone, Amis ou alors Didier Six. Et puis un véritable avant-centre. Et là, Daniel Bravo sera peut-être en mesure de donner tout son talent. Voilà. Bien, merci Didier Roustan. Vous faites Cannes hier soir en championnat de 2e division. Quel est le résultat? J'ai pas vu ça, je sais pas. C'était pour une transition pour vous présenter les résultats de football de 2e division. Dans le groupe A, vous pouvez constater que Cannes a été écrasé à Montpellier par 4-1. Grenoble a gagné à l'extérieur, c'est la seule victoire à l'extérieur, 1-0 à Guignon. L'exempt était Cuiseaux-Louan. Premier Limoges, équipe surprenante qui a encore gagné hier avec 14 points. Deuxième ex-aequo Marseille et Montpellier avec 13 points. Quatrième Lyon et Nice avec 12 points, mais un match en moins. Nous passons au groupe B pour noter que Le Havre a battu le leader Tours 2-1, que le Stade français continue. Le Stade français 92 a gagné 2-0 à Quimper.
Certains matchs ont été remis car il y a des joueurs de football qui disputent les Jeux méditerranéens. Au classement, le Stade français 92 est en tête avec Le Havre, 12 points. Troisième tour, 11 points. Quatrième, Orléans, Mulhouse et Reims avec 10 points. Et à noter qu'aujourd'hui, c'est le premier tour de la Coupe de France. Record battu, plus de 3700 équipes engagées. Et les débuts du Variété Football Club, je crois que c'est ce que vous voulez me dire. Oui, les débuts du Variété Football Club qui joue à Mol à partir de 15h avec une sacrée équipe, Osvaldo Piazza, Bernard Gardon et puis le grand gardien de but Jacques Vendroux, nous y sommes tous. Nous y sommes. Alors cette semaine, notre ministre des Affaires étrangères, c'est Frédéric Jaillant. On a beaucoup joué au football, aux quatre coins, non pas de l'Hexagone, comme a dit un de nos confrères, mais de l'Europe. Oui, c'était un peu la rentrée des classes pour pas mal d'équipes internationales européennes. Alors on va commencer par un match qui comptait pour les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations. On ne dit plus où il a lieu, ce championnat. En France, hein. En France, voilà, je crois que les gens le savent. Alors il opposait mercredi soir en Norvège, la Norvège à la Bulgarie. Et puis, avant ce match, les données étaient simples. La Bulgarie était de toute façon qualifiée. Par contre, une victoire plaçait les Norvégiens en position de favoris pour la qualification. Dans ce match, ce sont les Norvégiens en rouge qui vont prendre le meilleur départ. 4e minute de jeu, le ballon parvient dans les pieds de Hared qui ouvre le score pour la Norvège. Hared, c'est le stopper de cette équipe norvégienne. Un stopper qui apparemment a le sens du but. Les Bulgares, cependant, ne vont pas mettre longtemps pour égaliser un remarquable coup franc de Mladenov, un partout après seulement 10 minutes de jeu. Grâce à ce ralenti, on voit que le mur norvégien n'était pas idéalement placé. Il n'empêche que le tir de Mladenov était absolument superbe. On se retrouve maintenant en deuxième mi-temps avec les Bulgares à l'attaque. La défense norvégienne renvoie une première fois, mais directement sur Sirakov, un tir, et c'est le deuxième but pour la Bulgarie. Un tir qui a été dévié par le talon, nous allons le voir, d'un défenseur norvégien. Voici le ralenti et finalement la Bulgarie bat la Norvège par 2-1. Alors le classement de ce groupe 4, les Norvégiens sont virtuellement éliminés. Ils ont en effet disputé un match de plus que le Pays de Galles et la Yougoslavie. Le Pays de Galles et la Yougoslavie qui s'affronteront en décembre pour un match sans doute décisif. Nous passons maintenant au groupe 7 avec un match qui opposait aux Pays-Bas, les Pays-Bas à l'Islande. Une victoire était indispensable à l'équipe néerlandaise, considérablement rajeunie, si elle voulait conserver une chance de qualification, et les choses n'ont pas traîné. 17e minute de jeu, Ronald Koeman hérite du ballon, une frappe d'une rare violence, et les Pays-Bas ouvrent le score. Le gardien islandais était sur la trajectoire du ballon, mais il n'a même pas pu esquisser le moindre geste. Une minute plus tard, c'est un coup franc pour les Pays-Bas. À la réception se trouve Gullit qui ajoute un deuxième but pour son équipe. Les Islandais jouaient très regroupés derrière. C'est la raison pour laquelle Gullit, un défenseur, est monté à l'attaque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien fait. Et ce n'est pas fini, 21e minute, une tête de Peter Houtman, et c'est un nouveau but pour les Pays-Bas. Houtman, qui jouait à Feyenoord, fut la saison dernière le meilleur buteur du championnat néerlandais avec 30 buts. Il n'en marquera pas d'autres dans ce match. 3-0 pour les Pays-Bas, c'est en effet le score final. Alors au classement du groupe 7, les Pays-Bas, classés deuxième, conservent une chance de se qualifier. Les conditions, qu'ils gagnent à Dublin dans un mois face à l'Air, puis qu'ils battent l'Espagne sur leur terrain. L'Allemagne de l'Est contre la Pologne, maintenant avec tout de suite un premier but, signé Raab pour l'Allemagne de l'Est. Il s'agit là d'un match de qualification pour les Jeux Olympiques et grâce à ce remarquable tir de Gudzinski, les Polonais égalisent en deuxième période. En fin de match, les Allemands de l'Est vont cependant reprendre l'avantage à la suite de ce joli retourné de Pastor. Et puis, à 5 minutes de la fin du match, les Allemands vont même ajouter un troisième but par Pils, un but qui leur permet finalement de battre la Pologne par 3-1 et d'être pratiquement assurés de se rendre à Los Angeles. Enfin, un match amical qui se déroulait à Budapest où la Hongrie recevait l'Allemagne de l'Ouest. Et ce sont les Hongrois qui vont marquer les premiers grâce à ce centre, suivi d'une reprise de la tête de Nihalasi. Nihalasi qui joue en Autriche à l'Austria de Vienne. Vraiment un superbe but qu'on va revoir au ralenti, mais d'abord on apprécie la talonnade astucieuse de Garaba.
suivi d'un centre parfait. Schumacher ne peut rien faire, d'ailleurs tout va mal pour lui en ce moment puisqu'il vient d'être limogé pour mauvais esprit par le FC Cologne. Le gardien hongrois, lui, c'est d'une mauvaise sortie qu'il vient de se montrer coupable. Une bévue qui va profiter aux Allemands avec un centre de Meller, ici même, et une reprise de la tête de Voleur qui égalise donc pour l'Allemagne. Un match nul, pourtant loin de satisfaire les Allemands. Ils devront mieux jouer, beaucoup mieux, dans 3 semaines face à l'Autriche, s'ils veulent se qualifier pour le championnat d'Europe des Nations. Voilà, et on enchaîne toujours avec les buts étrangers, mais cette fois il s'agit des clubs. Championnat anglais, c'était la 5e journée, et Liverpool, le tenant du titre, est toujours bien placé. Il l'a emporté à Highbury, c'est-à-dire à Londres, c'est-à-dire sur le terrain fétiche d'Arsenal, hier après-midi, 2-0, mais dans ce championnat, eh bien c'est toujours West Ham qui domine, qui a emporté 5-2 sur son terrain à sa rencontre hier après-midi, et qui a 5 matchs et 5 victoires, donc 15 points en cas de victoire. Vous savez, dans le championnat d'Angleterre, on a 3 points. Liverpool qui pour une fois joue en jaune, ballon contré par Rush et finalement Robinson. Et pour terminer, Johnston, 1-0 pour Liverpool qui va inscrire en deuxième mi-temps un deuxième but alors que Souness passe à son libéro. Enfin des libéraux il n'y a pas vraiment beaucoup en Angleterre. Son arrière central Alan Hansen, Yann Rush pour le petit Samili qui combine bien avec Dalglish. Robinson, maintenant une bonne talonnade, et là, Festival Dalglish, Lucarne, 2-0 pour Liverpool qui est 4e, alors que dans le championnat d'Allemagne, après 6 journées, eh bien c'est le Bayern de Munich qui est en tête avec 10 points. Les résultats des clubs européens qui rencontreront nos représentants. Glentoran, l'équipe irlandaise, a battu Glenavon par 2-1. En championnat, bien entendu, Kiev n'a pu faire que match nul à domicile contre le Dynamo Moscou, 1-1. Et puis le Lokomotiv Leipzig, qui rencontrera Bordeaux, vous le savez, a gagné à domicile 4-1 contre Carl Zeiss Jena et se trouve en tête du championnat de RDA. Nous n'avons pas des résultats de Gand et Rapid Vienne pour la bonne et simple raison que ces équipes n'ont pas joué hier. Oui, c'est une excellente raison. Merci. Grande journée sportive sur TF1 aujourd'hui. Les relais du dimanche à partir de 14h30 présentés par Alain Escoubet et Pierre Douglas. Et à partir de 15h25, intégralement en direct, le Grand Prix de Formule 1 de Monza. Vous savez, c'est un des 3 derniers Grands Prix, donc décisif pour l'attribution du titre avec Bernard Giroux et José Rosinski. À 18h, Sport Dimanche, tous les résultats avec François Janin. Et ce soir, spécial tennis à 22h30, en direct, la finale de Flushing Meadows qui opposera Connors à Lindell avec nos envoyés spéciaux Hervé Dutu et Alain Teller. Téléfoot est terminé. À dimanche prochain, si vous le voulez bien.